Ménopause. On commence par une petite introduction. Comment peut-on définir la ménopause? La ménopause, c'est l'arrêt définitif des cycles menstruels, des menstruations. Et si on la définit par une notion de temps, c'est une disparition de ces règles, c'est-à-dire c'est une aménorrhée de 12 mois en moins, c'est-à-dire pendant en moins 12 mois, pendant en moins une année, plus avec souvent, pas toujours, mais souvent, un syndrome climatérique associé. C'est-à-dire c'est des signes vasomoteurs, c'est des bouffées de chaleur, etc. Et ça, c'est très important ce que je vais te dire, c'est que la ménopause ne nécessite pas de faire un bilan. Il ne faut pas faire un bilan pour une femme pour savoir qu'elle est ménopausée. On va voir par la suite les cas où ce bilan peut être demandé. Donc, avant d'arriver à la ménopause, on a ce qu'on appelle la périménopause, c'est-à-dire juste bien avant où il y a juste des perturbations cycliques autour de la ménopause. On a la préménopause, là c'est la période carrément de transition, avant que la ménopause définitive s'annonce. On a donc une ménopause dite précoce ou tardive selon l'âge. La normale, c'est entre 41 ans à 54 ans. Jusqu'à 55 ans, on va dire que c'est normal. Puis on a une ménopause précoce quand c'est avant 40 ans. Et on a une ménopause tardive quand c'est après 55 ans. Donc vous comprenez, 40-55 ans, c'est normal. Avant 40 ans, c'est précoce. Après 55 ans, c'est tardif. Le problème, quand c'est précoce par exemple, ça veut dire que la femme, elle a des follicules, donc elle a, je vais dire, l'AMH, l'hormone anti-mullérienne, c'est-à-dire le capital folliculaire, il est faible, donc il est consumé. C'est un problème maintenant qu'on rencontre de plus en plus chez les femmes. Et il faut savoir aussi que, comme on a déjà dit dans le cours précédent, sur le cycle menstruel, que les oestrogènes et les hormones jouent un rôle important, pas que pour la reproduction, mais pour le maintien des mailles dentaires, des cheveux, des os, des ostéoblastes, etc. Donc les oestrogènes améliorent la vie de la femme. Et si on parle hormones, dans la période préménopausique, c'est-à-dire juste quand il y a la transition, on aura une hyperœstrogénie. Puis, à la ménopause, quand elle s'annonce en soi, on aura plutôt une hypoœstrogénie. Et donc, l'hypoœstrogénie, elle va faire quoi? Elle va stimuler la FSH. Donc, durant la ménopause, on a une FSH qui est élevée. Très bien. Pour l'intérêt de la question, déjà, il faut savoir que l'espérance de vie, elle a augmenté. Donc, toutes les femmes vivent pratiquement la moitié de leur vie ménopausique, donc il faut les prendre en charge. Ok? Il faut les prendre en charge et voilà, vivre avec cette, on va dire, cette nature biologique. Quels sont maintenant nos tableaux cliniques? Donc, on a vu, on va expliquer mieux. La périménopause, comme j'ai dit, c'est un raccourcissement en fait. Le raccourcissement du temps, donc vous aurez plusieurs ou bien beaucoup de cycles par rapport au déroulement des cycles naturels. Donc c'est quoi au fait? C'est une insuffisance lutéale, c'est-à-dire c'est une
insuffisance en progestérone. Parce qu'on a dit, le cycle se compose de 2 phases, une phase folliculaire, une phase lutéale. Entre les deux, on a l'ovulation qui est marquée par le pic de LH. Le début dans la phase folliculaire, c'est les oestrogènes, c'est la maturation du follicule de De Graaf, puis on aura l'ovulation, donc l'ovule qui sort du follicule de De Graaf et on aura le corps jaune qui va maintenir la phase lutéale en sécrétant la progestérone. Donc l'insuffisance lutéale, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de progestérone. C'est le marqueur le plus constant. Et on aura aussi, comme on a dit, une hyperostrogénie dans cette phase. Donc il y a beaucoup de cycles, mais ils sont anovulatoires car il y a une insuffisance lutéale, donc il ne peut pas suivre, le corps jaune ne suit pas, et donc l'endomètre aussi ne suit pas. Donc ils sont anovulatoires, ça ne sert à rien, mais ils se font comme ça plusieurs cycles en même temps. C'est un raccourcissement des cycles, c'est des spanioménorrhées. C'est des cycles courts, ou bien, puis d'abord c'est des cycles courts, puis c'est des cycles longs, puis c'est une aménorrhée de 3 mois à 1 an, c'est ça. Et donc ça c'est d'abord un raccourcissement. La FSH, comme j'ai dit, elle est très augmentée. Pourquoi? Car il y a la perte du capital folliculaire, donc voilà, la FSH est augmentée, c'est le signe biologique de la ménopause. J'ai déjà dit que c'est pas nécessaire de faire un bilan pour savoir qu'une femme est ménopausée, mais si vous faites un bilan et on vous dit est-ce qu'elle est vraiment ménopausée, dans ce cas, vous allez voir la FSH qui sera en pic. Voilà, donc les cycles se raccourcissent, puis ils s'espacent, c'est la spanio, puis disparaissent. C'est ça le déroulement. Donc cette hyperostrogénie, si je veux bien la comprendre. C'est quoi? C'est au fait un résultat de l'accélération de la maturation des follicules. Car la FSH va augmenter, car il y a l'hyperostrogénie qui va donc la stimuler. Donc on a les signes fonctionnels comme l'irritabilité, le gonflement, les ballonnements, la prise de poids, des douleurs aux glandes mammaires. On a une diminution de la durée du cycle, le raccourcissement des phases comme on a déjà dit, l'hyperplasie endométriale, ménométrorragie, dystrophie mammaire, aggravation des mastopathies. Voilà, donc il y a des femmes qui viennent, ils vous disent j'ai un cancer du sein et tout, mais c'est juste que peut-être elles sont en périménopause. Pour l'insuffisance lutéale, j'ai dit on a hypoœstrogénie au début, les signes climatériques, les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, puis des modifications aussi métaboliques, des dyslipidémies et l'augmentation de l'ostéoporose. Puis on a donc la ménopause en soi. La ménopause en soi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hormones carrément, c'est l'absence d'hormones. Donc la forme typique, c'est plus de 12 mois sans qu'il y ait de règles, mais on a aussi des formes atypiques. Des formes atypiques, par exemple, la prise de pilules à long terme en continu, c'est un diagnostic différentiel. Car dans ce cas, quand je donne des progestérones, on aura une hémorragie de privation. On aura une hémorragie de privation. Après ne pas avoir pris la pilule. Puis, donc, on a, dans ce cas, la survenue de métrorragie peut masquer l'aménorrhée. Ok, donc, on a dit que absence de métrorragie, ça veut dire on est en aménorrhée, c'est-à-dire on va penser à la ménopause. Mais s'il y a quelque chose d'autre, hors que le cycle, qui nous donne des métrorragies, comme si on a une femme hystérectomisée, elle aura le syndrome climatérique, etc. Ou bien une femme sous contraception orale, comme j'ai dit, sous œstroprogestatif, on ne peut pas savoir dans ce cas. Donc, on va faire un bilan dans ces deux cas. Et aussi une femme, troisième cas, sous progestatif. Sous progestatif, l'arrêt de la contraception progestative, on aura donc l'hémorragie de privation. Non, sous progestatif. Dans ce cas-là, c'est les progestatifs qui vont faire qu'il y ait des métrorragies. Donc attention, aux contraceptions et à l'hystérectomisée. C'est difficile de faire le diagnostic. Dans ces 3 cas, le bilan hormonal se fait.
mais dans tous les autres cas, le bilan hormonal n'est pas obligatoire pour dire qu'une femme est ménopausée. C'est une question d'examen. Le diagnostic positif. Le bilan hormonal biologique n'est pas obligatoire. Une clinique, on a dit une femme âgée, on va dire de 55 ans, c'est le typique, avec une aménorrhée de 12 mois, un syndrome climatérique, j'y pense. C'est bon, je me dis qu'elle est en ménopause, j'attends que un an en absence, c'est bon. Le test à la progestérone, c'est un test thérapeutique, c'est-à-dire quand on n'a pas nos règles et on donne de la progestérone, on déclenche les règles. Soit du faston s'il y a les règles, c'est-à-dire elle n'est pas ménopausée. Voilà. Voilà, donc si on va faire 3 fois le test au progestatif et qu'il n'y a pas de règles, est égal ménopausée. Voilà. Donc après 3 fois, il n'y a pas d'hémorragie de prévention, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que le test il est négatif, c'est-à-dire que la femme est ménopausée. On ne demande pas de bilan, comme j'ai dit, sauf les formes atypiques. Par exemple, vous avez la FSH qui est augmentée, le stradiol 2 qui est diminué. Voilà, ça c'est un détail. Donc, toute métrorragie après la ménopause, après avoir confirmé la ménopause et qu'il y ait une métrorragie, il faut faire une échographie, il faut éliminer le cancer de l'endomètre. C'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. FSH, elle est augmentée en pic et que la femme saigne, ce n'est pas normal. Donc, on va différencier tout ça avec quoi? Les 4 diagnostics différentiels devant tout améliorer. Le premier diagnostic à éliminer, c'est la grossesse. Le deuxième, c'est l'adénome, le syndrome aménorrhée galactorée à prolactine. Voilà, donc si vous avez si vous avez l'aménorrhée. Par contre, si vous avez la réapparition des cycles ou la survenue d'hyperostrogénie, or qu'on a dit qu'à la base il y aura une hypoœstrogénie et un pic de FSH, là, pensez à un syndrome de résurgence folliculaire. Donc pour elle est ménopausée, mais elles peuvent faire des grossesses, ou bien une tumeur ovarienne hormonosécrétante de la granulosa, mis à part les tumeurs de l'endomètre. Donc, quelles sont les conséquences? À court terme, vous aurez les bouffées vasomotrices, donc des troubles climatériques, des insomnies, des dépressions, des irritabilités, la baisse de la libido, des signes dermatoses, vieillissement cutané, les rides, les pigmentations brunes, sombres, rides prébuccales, surtout. Vous aurez des troubles génito-urinaires, de la sécheresse vaginale, donc un peut plus faire des rapports, donc faut lui donner des gels. On a des brûlures urinaires, des dyspareunies, cariasis, sécheresse vaginale, donc il y aura des douleurs lors du rapport sexuel. On aura l'impériosité mictionnelle, etc. À long terme, on aura l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires. Elle rattrape celle des hommes. Et donc il y a un risque thromboembolique et les maladies d'Alzheimer aussi, neurodégénératifs, des troubles dégénératifs cérébraux, de démence. Plus la patiente, elle se ménopause jeune, plus elle est plus sujette à développer ça. Ok, maintenant on va faire le traitement. Faut-il traiter une femme ménopausique? Bon, on va dire un grand oui. Dans notre époque, on a une meilleure qualité de vie. Donc un traitement et une prise en charge et une explication pour cette transition dans sa vie en tant que femme. Donc on doit lui expliquer tout ça. On a des traitements hormonaux. Les traitements hormonaux, c'est dangereux. Ok. Traitements hormonaux substitutifs, il y a un danger de cancer hormono-induit. Pas pour tout le monde. Il y a des indications spécifiques pour la THS,
traitement hormonal substitutif, il y a des recommandations qu'on va voir par la suite. Donc, il faut respecter les contre-indications et ne pas jouer avec. Si on n'a aucun antécédent, aucun problème, on peut donner les hormones avec une surveillance du col et des seins, car il y a un risque de cancer. Le traitement non hormonal, lui, il peut prévenir l'ostéoporose, les accidents cardiovasculaires. Il aide, c'est un traitement, donc, juste on va dire symptomatique, mais il ne traite pas. Et on a aussi la phytothérapie, c'est un traitement par usage de plantes. C'est une alternative aussi. Quelles sont nos armes thérapeutiques? Déjà, on a des règles hygiéno-diététiques pour toutes les femmes qui sont une activité physique régulière, de marche en moins. On a une hygiène alimentaire, un équilibre en glucides, lipides et protéines, du calcium, de la vitamine D qui est importante et des eaux minérales. Et surtout, il faut éviter le tabac. On a un traitement symptomatique non substitutif. Donc, dans ce cas-là, non substitutif, un traitement symptomatique pour les syndromes climatériques, la gréale, la bufène. La bufène, c'était un acide aminé. Et pour la sécheresse vaginale, c'est des gels lubrifiants pour avoir la libido et tout. Et on a les traitements donc hormonaux, non substitutifs. Donc, dans ce cas, c'est hormonal. Ça, c'est la femme jeune sans antécédents avec surveillance, bien évidemment. Et on a les traitements de l'ostéoporose. Tout ça, c'est un traitement symptomatique. L'ostéoporose, on demande d'abord une densité minérale osseuse, la DMO. Puis, on peut donner donc des traitements pour cette ostéoporose. On ne va pas la laisser quand même faire des protocoles et tout. Et on a le traitement hormonal substitutif. Il y a un danger, comme on a dit. Donc, il est adapté, personnalisé. Il doit être administré après le consentement éclairé de la patiente. Surtout si elle a des cancers de sein dans la famille, on ne va pas donner des hormones car c'est hormonodépendant. Quelles sont donc les recommandations quand on va donner ce traitement hormonal substitutif? Déjà, il ne doit pas être prescrit de manière systématique. Il doit être prescrit à dose minimale efficace. Il garde un intérêt dans la prévention de l'ostéoporose. Le risque d'ostéoporose doit être d'abord identifié par la DMO. Donc on va demander pour voir si elle fait une ostéoporose, sinon on ne donne pas juste comme ça pour prévenir avant qu'elle fasse. Il faudrait évaluer chaque année la balance bénéfice-risque. Il n'est pas sans risque. Il y a un risque de développer un cancer. Donc, qui traiter? Il y a 4 cas. On a la ménopause précoce car sa vie, elle est quand même charnière, elle travaille et elle est toujours active. Donc, c'est avoir des bouffées de chaleur, ne pas pouvoir, par exemple, faire son cours si elle est prof, ne pas pouvoir faire sa chirurgie si elle est chirurgienne, au bloc et tout. Donc, c'est très astreignant. Donc, si elle n'a pas de problème, pas d'antécédents et tout, on peut la traiter, c'est une indication. Les femmes à signe d'ostéoporose identifiée, dans ce cas aussi, si elle n'a pas de contre-indication, c'est une indication. Les femmes avec syndrome climatérique gênant, faut savoir que le syndrome climatérique peut donner une gêne physique, psychique, socio-professionnelle, et c'est très astreignant, des fois. Et le dernier cas, non, on a juste 3 cas, et on a le dernier, c'est pour dire que on ne doit pas le donner pour la prévention primaire ou secondaire des maladies cardiovasculaires. Donc là, on ne le donne pas pour la prévention. Quelles sont les contre-indications? Contre-indications absolues. 4 contre-indications absolues. Cancer hormonodépendant, sein et endomètre. C'est les 2 cancers en gynécologie qui sont hormonodépendants. Les accidents thromboemboliques, les atteintes hépatiques, les antécédents d'accidents thromboemboliques. Donc là, on se répète. Non, on ne se répète pas. Il y a les accidents. Donc, elle a fait un accident thromboembolique ou bien elle a un antécédent d'accident thromboembolique. Elle est en train de faire ou bien elle a fait des atteintes hépatiques et un cancer hormonodépendant. Donc vous retenez 3 absolus. Alors,
accident thromboembolique, hépatique et atteinte hépatique et cancer, hormonodépendant. Relatives, les contre-indications relatives, c'est les cardiopathies emboligènes. Et on a aussi les précautions d'emploi. Donc on peut donner, mais avec précaution. C'est fibromes, endométriose, mastopathie bénigne, antécédents familiaux de cancer du sein, pas personnel, car personnel c'est une contre-indication absolue. Diabète, obésité, hypertriglycéridémie, lupus érythémateux disséminé, car il est très emboligène. Voilà, autospongiose, porphyrie et tout. Quand commencer ce traitement hormonal substitutif si on peut traiter, qu'il n'y a pas de contre-indication et tout. Donc là, c'est dès la ménopause confirmée après 1 an d'aménorrhée. Avant 1 an d'aménorrhée, si le test progestatif il est négatif à 3 reprises, c'est-à-dire si on l'a déjà confirmé, ou bien si on a attendu 1 an et qu'il y a une ménopause confirmée. La durée, c'est 5 ans. Pour d'autres, c'est à vie, mais une réévaluation, chaque année dans tous les cas, avec la balance bénéfice-risque. En théorie, on dit jusqu'à 10 ans, mais plus de 10 ans, en fait, il y aura un kyste cancérigène, c'est sûr. Il faut essayer de limiter quand même la durée. Donc, voilà, là, c'est pas très important pour vous. C'est pour la manière dont on traite, soit un schéma avec les règles ou sans les règles. C'est-à-dire, voilà, soit on administre 12 jours par mois à partir du J14, ou bien de J1 à J25 et progestérone 12 jours par mois. C'est juste des diagrammes dans ce cas. La surveillance. C'est important. Donc là, vous voyez, dans le traitement hormonal substitutif, il y a les œstrogènes et les progestérones. Il y a des fois on donne plus d'œstrogènes, moins de progestérone, etc. La surveillance, on a les effets secondaires d'hypoœstrogénémie, oestrogénie, hyperoestrogénie, l'hémétorragie. Donc l'hémétorragie, la migraine. On va faire un bilan initial, examen clinique, frottis, mammographie, biologie, polydyslipidémie et tout. On a le rythme de surveillance, c'est un examen clinique chaque 6 mois, biologique chaque 1 an et mammographie et frottis tous les 3 ans. Pour conclure mon cours, je dirais que la ménopause est une étape physiologique inéluctable. C'est un passage obligatoire dans la vie de chaque femme. La femme passe un tiers de son existence sûrement en ménopause. Pour cela, les armes thérapeutiques actuelles offrent une meilleure qualité de vie. La médecine actuelle, c'est pour offrir une meilleure qualité de vie pour nos patients et pour prévenir. La vraie médecine, c'est la prévention et non la guérison. Et donc, dans ce cas-là, on va prévenir les complications de la ménopause et avec la prescription de traitements qui peuvent être des règles hygiéno-diététiques, un traitement symptomatique non hormonal, traitement hormonal ou bien un traitement hormonal substitutif qui est un traitement qu'on donne que dans certains cas, que sous certaines conditions, car son risque c'est le cancer. Attention. Et je vous remercie.